Tu voudrais dire que les femmes savent pas ce qu'elles veulent, c'est ce que tu es en train de dire là. Oui, exactement. Ah ouais, carrément. Il y en a qui Ah ouais, donc préfèrent on que les attaque la mecs en avant. misogynie d'entrée. Non, mais Oui. il y en a, tu leur tiens la porte, tu dis non mais tu me tiens pas la porte. Ça veut dire quoi que je suis moins fort que toi Non, c'était juste pour être gentil. Donc il y a deux trucs. Ben non mon gars, tu gardes ta pièce. Voilà. C'est ça. Bon, je vais parler de l'informatique plutôt. Ah, de l'informatique. Ouais, je pense Voilà, que ce sera mieux. je trouve parce que là- ça sera au moins plus carré parce qu'il y a encore. Oula, bah, ça dépend ce que tu vas dire. Hein. Bah, je reprends ce que tu as fait hier, donc après. On va voir. Donc hier, donc on a tout parlé déjà. On a parlé des disques durs. Très bien. On avait d'abord, la journée d'avant, on avait parlé de Windows et on avait. La journée d'avant, je m'en fous. Hein. Je m'en fous, hein. Et donc justement, Ouais, on est c'est- arrivé sur les disques durs. Et donc on a voulu expliquer les différents volumes, qui étaient juste un disque sur lequel on mettait des partitions. On a vu le volume fractionné qui permettait d'avoir plusieurs disques durs dans un seul volume. Ça pouvait être pratique si on avait des vieux disques durs que l'on veut mettre sur un seul volume. Si je veux 200 Go et j'ai 4 de 50 Go, je les mets ensemble. On peut d'ailleurs mettre des disques de différentes capacités. Mais le problème du fractionné, c'est que c'est très risqué, puisque si j'ai un disque qui décède, je perds toutes les données. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Donc on verra très peu normalement les volumes fractionnés, on n'en fait quasiment pas. Après on a surtout vu donc le RAID 0 qui est, alors son petit nom, c'est le volume agrégé par bande. Donc qui lui permet par contre une meilleure performance au niveau de la vitesse. Puisque si par exemple on prend deux disques, il va pouvoir écrire sur les deux disques, il va pouvoir lire aussi en même temps, donc on gagne en vitesse. Par contre là aussi c'est risqué puisqu'on peut perdre toutes les données comme sur le premier, comme sur le fractionné. On peut perdre toutes les données si je perds un disque. Donc on peut l'utiliser si on veut vraiment gagner si on veut vraiment de la vitesse, mais par contre dans ces cas-là il va falloir faire ça correctement, par exemple mettre deux disques on va dire en RAID 0. Et un troisième disque pour les données, pour pas perdre les données. Et sur le RAID 0, on va plutôt mettre le système d'exploitation pour gagner en vitesse et si jamais on plante, au moins on ne perd pas les données. Donc ça c'était le RAID 0. Après on a le RAID 1 qui est le miroir, ça c'est le plus connu, qui est utilisé par exemple pour faire des NAS. Quand on n'a que deux disques durs, ce que j'ai pas dit peut-être sur le RAID 0, c'est qu'il faut y avoir quand même des disques de même capacité, c'est mieux. Ça sera pareil d'ailleurs sur les autres, sur le RAID 1 et sur le RAID 5. Donc sur le RAID 1, lui, l'intérêt c'est que c'est ce qu'on appelle le miroir, donc en fait c'est de la redondance. Donc on va avoir des disques, on va avoir un premier disque finalement, qui va être, enfin les deux disques vont être écrits en même temps finalement, et donc on aura un miroir du premier disque. Donc si jamais j'ai un disque qui décède, je garde forcément les données, je vais pouvoir changer du coup le disque. Donc c'est très sécurisant, par contre c'est pas performant par rapport au RAID 0 au niveau de la vitesse. Mais si j'ai que deux disques, ça sera la seule solution que j'aurai. Par contre, si j'ai trois disques, là je peux passer sur le RAID 5. Alors son nom, lui, ça va être le volume agrégé par bande avec parité. Voilà. Donc celui-ci, la grosse différence évidemment, c'est le calcul de la parité. Donc c'est un calcul mathématique qui va permettre de retrouver des données sur le disque. Donc par exemple, si j'ai un fichier qui est un fichier lambda que je mets sur le disque, si j'ai par exemple trois disques durs, on va diviser le fichier en deux. Je vais avoir un fichier, je vais avoir par exemple A et B. Je vais avoir sur le premier disque, je vais avoir A, le deuxième je vais avoir B, et sur le troisième disque, il va par exemple calculer la parité. Donc le résultat, on va dire, de A et B sur le troisième disque. Si jamais je perds le disque du milieu, par exemple le disque 2, l'ordinateur va pouvoir faire un calcul à un inconnu par exemple, pour récupérer avec la parité et A, il va pouvoir récupérer B. Donc ça c'est intéressant. On peut minimum, il faut 3 disques, alors je crois que c'est 32 maximum, je suis trop sûr là-dessus, disques en RAID 5. Donc ça c'est intéressant, aussi pour plusieurs raisons. C'est peut-être même la meilleure des solutions si on a plus de 3 disques, enfin plus de 2 disques, pardon, dans le sens où par rapport au RAID 1 où on perd 50% de la capacité des disques, c'est-à-dire que si par exemple j'ai
deux disques de 500 Go et du coup normalement j'ai 1 Tera, sauf que comme j'en ai un qui fait miroir, du coup je n'ai que 50%, donc je n'ai que 500 Go d'utilisables, de stockable. Sur le RAID 5, la différence c'est que j'ai 33% de non utilisé, donc tout le reste sera utilisé. Donc c'est plus intéressant en termes de capacité, et c'est plus intéressant en termes de performance, puisque à part sur l'écriture où c'est un petit peu moins performant parce que quand il écrit, il calcule aussi la parité. Par contre, la lecture, il est comme le RAID 0 finalement, il est assez rapide. Donc ça c'est le RAID 5. Après on a parlé rapidement du RAID 6 et du RAID 10 entre guillemets. Je sais pas si j'en parle ou si je passe. Tu peux passer. Merci. Et ensuite, on a surtout parlé de deux techniques intéressantes qu'on voit beaucoup dans les serveurs. D'abord le hot plug qui permet de brancher et débrancher, de débrancher ou de brancher du coup les disques durs à chaud sur des systèmes sans avoir à redémarrer un serveur. Et surtout, le plus intéressant, c'est une autre technique, c'est le hot spare qui permet vraiment d'avoir un RAID 5 par exemple, en rajoutant un quatrième disque qui sera un disque en attente. Si jamais j'ai un des disques qui tombe en panne, par exemple dans le cas de 3 disques, et j'ai un quatrième qui est en attente, si j'en ai un qui tombe en panne, finalement, le quatrième va rentrer dans le RAID 5 automatiquement, donc ça permettra de ne pas perdre en performance et de garder bien sûr les données. Et en plus de ça, on pourra même perdre un deuxième disque, on gardera encore les données. Du coup, donc ça permet. Mais là par contre, je pense que ça peut jouer sur les performances s'il ne me reste plus que si je parlais de disque. Donc voilà, donc ça c'était. Après on a fait une VM pour tester physiquement un RAID 5. Donc on a fait un RAID 5, on a fait exprès de débrancher un disque à chaud sur la VM pour vérifier qu'effectivement on ne perd pas les données. Ensuite, on a parlé d'autre chose. On est revenu sur Windows et on a parlé de ce qu'on peut trouver assez régulièrement si jamais on a un souci. On doit aller chercher des fichiers dans Windows qui sont, on va dire, cruciaux pour lancer des logiciels, à savoir System32 et 6WO64. En fait, ce sont des fichiers, des dossiers qui comprennent des DLL soit en 32 bits, soit en 64. Donc, l'intérêt, c'est que si on doit aider, par exemple Martine, de la compta, on va être obligé de passer dans ce genre de dossier pour vérifier s'il n'y a pas un souci au niveau des DLL. Alors qu'est-ce que c'est un DLL? Un point DLL, c'est finalement, d'après ce que tu nous as dit, c'est juste un bout de fichier, un bout de programme, pardon, qui va servir à d'autres programmes pour pouvoir lancer des logiciels. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Donc en fait, c'est très important parce que s'il me manque ce fichier DLL, le logiciel ne pourra pas démarrer. Donc important, après ce que tu nous as dit aussi, c'est que ça peut arriver de retrouver le fichier DLL dans le 64 alors que c'est du 32 ou inversement, donc ça peut être des problématiques, donc c'est intéressant de connaître ces fichiers. Et ensuite on a parlé d'autre chose, on a parlé de la différence entre les comptes utilisateurs et le profil utilisateur. Le profil utilisateur finalement c'est un dossier qui contient l'environnement de travail d'un utilisateur. Et alors que le profil, voilà, le profil c'est fait. Le compte utilisateur c'est vraiment une identité numérique, donc avec un login et un mot de passe que l'on va pouvoir donner à un utilisateur. C'est encore autre chose. Et d'ailleurs, ça fait partie du métier d'administrateur ou de TSSR de pouvoir gérer les comptes administrateurs. Et on a vu qu'il y avait plusieurs utilisateurs possibles. On avait historiquement l'administrateur, qui a tous les droits. Et sinon, après, on va avoir l'utilisateur lambda qui n'a pas de droit. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Donc je disais, l'utilisateur qui n'a pas de droit lui par contre, et on peut aussi avoir un utilisateur à qui on va donner des droits d'administration. Il y a une différence entre administrateur et utilisateur qui a les droits administration. Déjà pour le donner, il faut le passer dans le groupe administrateurs. Voilà, pour qu'il puisse avoir ses droits administrateurs. Par contre, il y a une différence quand par exemple je vais lancer un exécutable
comment dire, en tant qu'admin. Si je le passe en tant qu'admin, normalement l'ordinateur va vérifier si je suis administrateur. Si je suis administrateur, ben, il va lancer tout simplement en mode administrateur. Si je ne suis pas administrateur, je suis utilisateur avec les droits administrateur, il va me faire une boîte de dialogue pour dire est-ce que vous voulez vraiment passer en mode administrateur. Donc il ne va pas m'empêcher de le faire, mais ça permet de faire une boîte de dialogue pour expliquer, pour éviter surtout que des attaques malveillantes peuvent arriver, c'est-à-dire qu'ils peuvent directement utiliser, on va dire, les programmes sans avoir, sans même qu'on le voit, puisqu'il n'y avait pas eu de fil de dialogue, pas de boîte de dialogue. Voilà, et après, on a surtout parlé aussi du fait que si on était utilisateur, et si on veut aller exécuter en mode administrateur, normalement, il faut, on va avoir une boîte de dialogue qui s'appelle une boîte d'élévation pour savoir si on passe, si on s'élève au rang d'administrateur avec tous les droits. Voilà. Et après, c'était déjà pas mal. Oui, c'est déjà, c'est bien. C'est bravo. J'ai rien à dire. À part poser des petites questions mystères. T'es censé en avoir 2 aujourd'hui, hein. Pourquoi 2? Parce que tu prends celle d'hier. Tu prends celle d'hier. Merci. C'est l'effet rattrapage. Et encore, il n'y a pas d'intérêt, hein. Ouais. C'est Je pense que ça va être plus dur parce que j'ai plus le temps de le lire dans la voiture. Ah. Alors, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 2? Très bien. C'est quoi les contraintes matérielles pour Hyper-V? Les contraintes matérielles d'Hyper-V. Oui. Des contraintes matérielles. Oui. Ah oui, Eh ben, tu vas passer demain. C'est toi? Eh ben, c'est toi qui passes demain. Apparemment, il a envie de parler. Alors, physiquement, d'accord. En fait, oui, Contrainte physique, bah, physique, c'est physique. Ah bah, oui, non, je parle logiciel parce qu'il y a écrit matériel. Le matériel, c'est des logiciels, hein, c'est bien connu. Hein. Oui, non, mais je préférais que tu me donnes d'autres. D'autres mots? Voilà. Ah oui. Il y a un pilier qui s'appelle communication. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut bien vous dire, Donc, les contraintes oui. matérielles? Donc, c'est un contrainte. Est-ce que ça hardware, concerne le matériel? Voilà. Non, mais non, à mon avis, ça n'a rien à Je vais voir. le dire en anglais, sinon. Alors, quelles sont les contraintes matérielles de Hyper-V? Hyper-V. Oui, il y a des Hyper-V. contraintes de mémoire, de processeur. Oui, donc, là, je t'ai pas demandé un ordinateur. Ben, Je oui. t'ai dit spécifiquement à Hyper-V. Spécifiquement à Hyper-V. Hyper-V, je peux même être plus gentil avec toi, quelle est LA contrainte matérielle? Mais un processeur compatible. C'est ça. C'est ça? Ben, c'est tout. Ok. C'est tout. Il faut un processeur compatible. Ouais. Ok. C'est tout. Je cherchais loin. Un autre chiffre? Ben non, c'est... Il n'y a pas que de la fils de puterie dans les questions. Hein. Ok, non, mais oui, Il y a des questions, il faut répondre ce que tu penses en premier sans réfléchir. Et même, ce genre de questions, c'est face à jury, tout à fait. Si toi, tu réponds mal, ils vont te dire non. Non, mais attends, on parle du matériel là. Oui, pas du software, du hardware. Yeah. Voilà, ils vont te corriger. Ok. Donc dis ce que tu penses. Un autre chiffre? 4. 4. Dans Excel, à quoi sert le dollar? Ça, c'est compliqué. Ça permet, le dollar, en fait, permet dans Excel de figer, finalement, dans un calcul, la colonne pour pouvoir, par exemple, faire des sommes sur plusieurs colonnes, enfin sur la même colonne. Voilà. C'est pas très beau ce que je dis. Ça permet de figer une cellule. Je m'arrête là ou... Ça permet de figer une cellule, il manque un petit quelque chose. Dans un calcul, par exemple, C'est ça. une somme ou Voilà. une moyenne. Ou... Il faut dire dans un calcul. Ouais. Très bien. Bravo. Olivier, t'as la pression pour demain. Il faut que tu fasses aussi bien. Ah, mais je sens que t'as envie de parler. Donc, Ouais, c'était ouais. à peine Ah un non, tu indice. dis pas non. Tu C'était à dis pas peine non. un T'as indice envie que de je parler. donnais. Hein? T'as à peine un indice? C'était la réponse à la question. Par contre, si personne C'est quoi la contrainte? C'est le processeur. Bon, bah voilà. Eh oui, t'as répondu à la question. C'est que t'as envie de répondre aux questions. Si t'as envie de répondre aux questions, bah tu passes au tableau. Voilà. Moi, j'essaye de répondre à vos désirs. C'est tout simplement. Hein. Très bien. Parfait. Alors, des questions sur ce qu'on a fait hier?
Oui, Christophe. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Le système qui est présent pour protéger le système quand un compte, ça, Oui. sur un compte utilisateur, quand on est mis en tant qu'administrateur, Oui. comment ça s'appelle ce système quand Alors, on lance un logiciel? Ça s'appelle le contrôle de compte utilisateur. En anglais, c'est User Account Control. Et en général, dans la discussion avec les gens, on parle de l'UAC. User Account Control. D'accord. Et c'est contrôle de compte utilisateur. C'est d'ailleurs ce qui a écrit, si je ne m'abuse, je suis qui là? Qui suis-je? Bon, je suis administrateur. Bon, administrateur, lui, ça marche pas. Mais si je reviens avec Grisou, hop. Tac, 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 tac. Donc on avait fait CMD et on avait fait exécuter en tant qu'administrateur. Tac. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la barre de titre de la boîte de dialogue? Voilà, le mécanisme qui s'occupe de tout ça, hein, le système qui s'occupe de tout ça, ça s'appelle le contrôle de compte utilisateur. C'est à cause du contrôle de compte utilisateur que quand tu es administrateur, tu n'es pas administrateur en fait. Tous les process que tu lances, tous les programmes que tu lances, ne s'exécutent pas en tant qu'administrateur, sauf si, comme j'ai fait là, tu lui dis exécuter en tant qu'administrateur. Donc effectivement, on en parlait de certains jeux ou certains logiciels. Même quand tu fais partie du groupe administrateur, quand tu lances tes logiciels normalement, eh ben, ils ne s'exécutent pas en tant qu'administrateur, donc ils ne fonctionnent pas. Ça sous-entend que ces logiciels ont été développés avec les pieds. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces développeurs? T'as vu, j'ai pas donné d'adjectif. Hein. Non, très bien. C'est anormal que quand on lance un logiciel, il est nécessaire d'être administrateur pour qu'il fonctionne. C'est pas normal. Les logiciels, ils sont faits pour être utilisés par des utilisateurs, pas les administrateurs. Bon, je parle pas des logiciels d'administration, comme par exemple ce qu'on a utilisé, gestion de l'ordinateur, gestion des disques. Il faut être administrateur pour les utiliser, bon ça c'est juste normal. Mais voilà, un jeu, j'ai installé un jeu pour qu'il fonctionne, il faut être administrateur, c'est pas normal. Qui est le développeur qui a créé ce jeu? Il faut lui péter les genoux à ce mec. Est-ce que vous savez pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce que les logiciels, comme des jeux ou autres, vous êtes obligé de les lancer en tant qu'administrateur pour que ça fonctionne? Parce que ce connard de développeur, il est administrateur de son poste. Et il développe sur son poste. Puis après, le jeu, il l'installe sur un autre poste, ça fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'il répond, ce connard? Il dit « Ah mais sur mon poste, ça fonctionne. Allez vous faire enculer. » Voilà, ça veut dire que ça. Parce que c'est des débiles. Il faut qu'ils développent en utilisateur avec un... Non mais ils développent en administrateur, je veux bien. Mais ils doivent faire attention aux outils, aux DLL qu'ils utilisent, aux modifications qu'apporte le logiciel dans le système, que ça se fait dans des endroits accessibles à tous les utilisateurs, pas réservés aux administrateurs. Mais pour ça, il faudrait qu'ils réfléchissent. Il faudrait qu'ils enlèvent les œillères qu'ils ont sur les côtés. T'as un jeu en particulier qui t'a... Ah, non, mais ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Encore maintenant Ah mais encore maintenant, c'est... Oui, ça arrive souvent. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est pratiquement tout ce que tu retrouves dans les forums. Quand tu dis mon jeu il marche pas, il plante machin, le premier truc qu'ils disent, est-ce que tu l'as exécuté en tant qu'administrateur? Eh ouais, c'est des débiles. Mais de toute façon, l'intégralité des problèmes qu'on a, c'est à cause des développeurs. Tout le temps. Tout le temps de leur faute. Parce que, justement, ils sont administrateurs de leur poste et ils développent avec le compte administrateur. Eux, hein. Donc tous les process, ils s'exécutent en tant qu'administrateur, ils font « Ah, c'est bon ». Quoi, Brigitte, elle n'est pas administrateur? Bah vous avez qu'à la mettre administrateur de son poste. Comme ça, le logiciel, il va fonctionner. Putain, connard. Pétez les genoux. Pétez les genoux. En plus, ça les empêchera pas de développer. Ils ont les genoux pétés et voilà, ils peuvent continuer de taper sur leur clavier, là, c'est connard. Oui, j'ai un problème. Mais vous verrez, vous allez fréquenter ce genre de personnes. Et vous allez dire, putain, mais c'est des autistes, ces mecs. C'est des gens qui sont incapables de communiquer avec les autres êtres humains. Ils vivent dans leur bulle, développent leur truc dans leur monde. Ils doivent travailler sur Apple, d'ailleurs. Dans leur milieu fermé, dans leur cosmos. Ah, sur mon poste, ça fonctionne. Le reste, rien à foutre. T'as bien dormi cette nuit. C'est T'as bien dormi cette nuit. Voilà, donc le contrôle de compte utilisateur, il s'appelle. L'UAC. T'as répondu parfaitement à C'est ma son- question. Ouais. Ça, c'était écrit dans la fenêtre. En fait, j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Non, mais oui, je sais pas. C'est ça.
Donc les développeurs, ils vont te dire, c'est le contrôle de compte utilisateur qui fait chier. Oui, il y a une guéguerre, j'imagine. entre- Et puis ils peuvent te dire, t'as qu'à le désactiver. Parce que ça se désactive. Tu vois là, j'ai fait... dans rechercher, j'ai écrit UAC, User Account Control, et il me propose modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Et si je vais dans modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur, ici tu as une jauge. Bon bah tu peux faire, hop, c'est fini. On désactive le contrôle de compte utilisateur. Et là, il vous prévient plus jamais. Hop, c'est parti, là. Tout ce qui s'exécute en administrateur, s'exécute en administrateur. Et ça, c'est identique Ça, c'est- à la session à l'utilisateur administrateur. Ouais. Tu te retrouves pareil. Prévient plus de rien. Maintenant, ça s'installe, tout s'exécute dans le mode utilisateur. Donc non. Non, cher développeur, on va pas faire ça. Par contre, il y a un truc important. Est-ce que vous connaissez le panneau de configuration? Pas que d'ailleurs. Donc, on peut faire des modifs là-dedans. Quand vous êtes dans le panneau de configuration, il y a des trucs où il y a un bouclier. Quand vous faites des actions dans vos machines, je vais refaire ça. Hop, je refais UAC, tac tac tac, admettons je veux le bouger, etc. Sur le bouton OK, il y a un bouclier. Ça veut dire qu'il faut être administrateur pour pouvoir le faire. Ce sont des actions qui nécessitent une élévation. Si Brigitte, elle veut faire quelque chose et qu'il y a le bouclier, elle n'aura pas le droit de le faire. Il y a certaines choses qu'elle peut faire, certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux, un niveau intermédiaire entre utilisateur et administrateur qui permet par exemple d'installer des logiciels, mais pas de modifier le système. Il y a utilisateur avec pouvoir, mais en général, ça foire. Parce que tu dis un niveau intermédiaire, mais quel niveau intermédiaire? Par exemple, pouvoir installer des logiciels. Mais ça dépend. Tes logiciels, ils vont faire des modifs dans quelle partie de Windows? Eh oui! Les héros des putas des développeurs! S'ils s'étaient tous mis d'accord pour écrire au même endroit, on pourrait le faire. Ah, d'accord. Mais comme c'est des abrutis, pas fichu capable de se mettre d'accord entre eux, et ben voilà. C'est niqué. Donc malheureusement, c'est administrateur ou utilisateur. Bon. Là j'ai fait autre chose, vous voyez, j'ai fait clic droit de souris sur la carte réseau. Vous voyez tous les boucliers là? Voilà. Un utilisateur, il pourra cliquer que sur statut par exemple. Statut il peut le faire, il n'y a pas de bouclier. Tous les autres où il y a un bouclier, il faut être administrateur. Même si tu cliques sur statut, derrière, il n'y a que des boucliers. Mais non, statut ça te donne des infos. Tu vas voir là, il peut cliquer Pardon. sur détail. Et t'as tout là, tu vois l'adresse IP, tu vois tout. Statut et cliquer sur détail, c'est la même chose que de faire ipconfig/all. Ce qu'a le droit de faire un utilisateur. Les petits boucliers. Ils viennent, petits boucliers. D'autres questions? Non, ça va. Christophe, Oui, c'est moi. Bonjour. hier on a passé Brigitte dans le groupe administrateur. Oui. Si jamais ça lui prend, elle peut enlever le groupe administrateur à tous les autres et rester que elle. Alors, tu veux dire, t'as dit supprimer le groupe administrateur? Non, juste enlever un par un les autres membres du groupe administrateur, c'est leur enlever le groupe administrateur et les mettre en... Oui. Il n'y a aucune sécurité pour contrer ça. Il y en a un seul qu'elle peut pas faire. Ce compte qui s'appelle administrateur. Oui. Il y a deux choses qu'on peut pas faire sur ce compte, c'est le supprimer et l'enlever du groupe administrateur. Par contre, elle peut le désactiver, parce qu'on a vu qu'il était désactivé. Ouais. Donc Brigitte peut tout à fait enlever Grisou du groupe administrateur, elle peut désactiver le compte administrateur, elle est seule maître à bord. Et oui, c'est pour ça que quand les développeurs ils disent « Mais vous avez qu'à mettre Brigitte administrateur, comme ça les logiciels vont fonctionner. » Oui, ah bah le logiciel il va fonctionner, mais pas que. Elle va pouvoir tout faire, y compris virer les autres administrateurs, désactiver le compte, installer d'autres logiciels. Pas juste le logiciel de compta. Donc c'est pas terrible. Donc ça c'est
j'ai envie de dire, la crainte de tous les informaticiens, les techniciens, c'est d'aller dans une entreprise où les utilisateurs comme Brigitte sont administrateurs. Parce que là, vous allez avoir du boulot. Hein. Parce que les utilisateurs font des bêtises. Et quand ils sont administrateurs, bah, ils peuvent tout faire. On peut pas leur limiter les droits en tant qu'administrateur. Pas que je sache. Peut-être qu'en recompilant le noyau de Windows, on va pouvoir faire ça. Mais il faudrait que tu aies le code source. Ouais. Et l'outil. Oui, parce qu'il y a, je crois qu'il y a 12 milliards de lignes Pour ça. pour le code source de Windows. Et le temps. Ça va, bah, tu demandes à ChatGPT de l'analyser, tu pourrais pas me faire un truc intermédiaire, genre limite Brigitte. Ouais. ChatGPT devrait comprendre ce que ça veut dire. Ah non. Dans quelques années, peut-être. Peut-être dans quelques années, il comprendra qui est Brigitte. Alors, on va changer de conteneur. Pour l'instant, j'étais allé uniquement dans utilisateur. On avait créé les comptes utilisateurs et on avait changé, entre guillemets, de rôle. Brigitte, qui était utilisateur, est devenue administrateur, puis on l'a enlevé d'administrateur, etc. Mais vous avez un conteneur qui s'appelle groupe, dans lequel il y a le groupe administrateurs. Et pas que, hein, il y en a plein d'autres. Alors, ce qui est important de voir, dans la philosophie Microsoft, vous l'avez déjà appréhendé hier, je vous ai fait quelle manipulation j'ai fait pour que Brigitte devienne administrateur. Bah, t'as dit. Oui, mais on a fait quoi après? On l'a ajouté au groupe. Voilà, l'action qu'on a vraiment réalisée, on a ajouté Brigitte au groupe administrateurs. Puis, si je voulais plus qu'elle soit administrateur, je l'ai enlevée du groupe. Cette action, mettre un utilisateur dans un groupe ou enlever l'utilisateur dans un groupe, c'est la pierre angulaire des ACL chez Microsoft. C'est extrêmement important ce que je vais vous dire. Quand on veut donner des droits à un utilisateur, on le met dans un groupe. Quand on veut enlever des droits à un utilisateur, on l'enlève du groupe. Les autorisations, les permissions, les droits, les rôles, vous dites ce que vous voulez, tout ça c'est donné au groupe. Et après on met les utilisateurs dans le groupe. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'environnement Microsoft. Tout est basé sur les groupes. Si vous voulez être administrateur, vous devez faire partie du groupe administrateurs. Si vous voulez être utilisateur, bon bah il y a un groupe qui s'appelle utilisateurs. Donc dans Windows, il y a déjà des autorisations qui ont été prédéterminées. Et toutes ces autorisations, elles ont été données à des groupes. Donc c'est la mécanique d'affectation des autorisations. Pour donner des droits, on donne des droits à des groupes. Et on met des utilisateurs dans des groupes. C'est une notion très très importante, hein, ce que je vous explique. Il faut que ce soit clair. Les droits sont donnés à des groupes. On met l'utilisateur dans le groupe, on a les droits du groupe. On n'est plus dans le groupe, on n'a pas les droits du groupe. On perd les droits. Microsoft a inventé ce système-là et il s'appuie dessus depuis toujours. Le plus important dans les autorisations, c'est les groupes. Parce qu'on les donne aux groupes. Et tu peux cumuler plusieurs groupes. Ça a été le cas hier. Brigitte, elle était et dans le groupe utilisateur et dans le groupe administrateurs. Donc elle avait les droits des deux groupes. Voilà. Être dans administrateurs et utilisateurs, ça sert à rien. Parce que évidemment, le groupe administrateurs, il a tous les droits d'utilisateur. Donc ça fait double emploi. Mais ça pose pas de problème. C'est juste qu'on a trop de permissions, peut-être. Pouvoir inviter et avoir gestion à distance, comme c'est la deux groupes. Voilà, là il pourrait y avoir des choses en plus. Alors en général, c'est minimum utilisateurs. Si je fais partie du groupe utilisateurs, j'ai le droit d'utiliser la machine. Point. Je peux pas installer de logiciel, je peux pas créer des comptes utilisateurs, modifier les groupes, pour ça il faut être administrateur. Et vous voyez que des groupes, il y en a plein d'autres. C'est avec ces groupes-là qu'on peut faire un petit peu l'intermédiaire entre administrateur et utilisateur. Alors, je ne les connais pas tous, hein, ces groupes, mais par exemple, d'après vous, si je fais partie de ce groupe-là, j'ai le droit de faire quoi? Des sauvegardes. Voilà.
Je veux faire des sauvegardes de mon Windows avec un logiciel de sauvegarde, enfin peu importe, on verra plus tard la sauvegarde. C'est un droit, faire une sauvegarde. Bon bah si je suis dans utilisateur, je peux utiliser ma machine. Et si je suis dans le groupe opérateur de sauvegarde, bah, je pourrais faire plus qu'un utilisateur ordinaire, je pourrais faire des sauvegardes. Alors qu'un utilisateur ordinaire, il n'a pas le droit. Mais c'est là où, dans cette liste-là, il n'y a pas toutes les subtilités que vous pourriez imaginer. C'est ça le problème, quand tu parlais de l'intermédiaire, bah, il y a des autorisations classiques, bon, opérateur de chiffrement, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il peut chiffrer, voilà, il va pouvoir chiffrer, déchiffrer. Mais c'est peut-être pas à ça que tu pensais, tu vois, dans l'intermédiaire. Donc, ils ont prévu, chiffrement, sauvegarde, voilà, il y en a un certain nombre et bah voilà, c'est limité à ça. Donc, voilà, installer juste un logiciel, il n'y a pas le groupe installateur d'un seul logiciel. Il n'a pas été prévu celui-là. Donc ce que je disais, c'était utilisateur avec pouvoir. Hein, c'est celui-là qui est un peu intermédiaire entre administrateur et utilisateur. Mais du fait que les logiciels ont souvent besoin de plus, c'est souvent insuffisant utilisateur avec pouvoir. Je l'ai essayé plein de fois, dans plein de cas différents. 80% du temps, il faut être administrateur en fait. Donc tu vois, c'est trop complexe Windows. Il y a trop de trucs dans tous les sens pour avoir trouvé le groupe qui soit parfait, pile, dans ce que tu veux faire, à part des autorisations classiques, comme voilà, le chiffrement, les sauvegardes, qui sont des actions plus classiques en fait. Vous voyez l'idée? Oui? Des questions là-dessus? Non? On peut créer des groupes? Oui, bien sûr, tu peux créer des groupes en plus si tu veux. Tu peux créer, ça se fait souvent. On a un groupe technicien, un groupe hotline, comptabilité, tu peux faire ce que tu veux après. Mais du coup, Oui. comment tu choisis les droits alors? Bah ça dépend sur quoi tu veux donner des droits. On en parlait, ça c'est les ACL, et c'est avec les permissions NTFS, on fera ça plus tard. D'accord. On verra ça plus tard, quand on fera avec Active Directory, on le fera. Ça marche donc, dans cet outil, vous allez avoir utilisateur, les comptes utilisateurs, et groupe, la liste des groupes par l'intermédiaire desquels on peut avoir des autorisations. Alors comment ça va fonctionner la mécanique des groupes? Bah, je vais aller dans les propriétés d'un groupe. Donc je vais prendre administrateurs au hasard. Et dedans qui je retrouve le compte utilisateur administrateur et le compte utilisateur Grisou. Alors il n'y a plus Brigitte parce que hier je l'avais enlevé. Bon là on va faire la même chose qu'on avait fait hier mais en partant du groupe. Hier on est allé dans les propriétés de Brigitte, vous vous souvenez dans l'onglet membre 2 et on l'avait ajouté au groupe administrateurs. Là on va faire la même mécanique mais en partant du groupe cette fois. J'ai la liste des membres du groupe administrateur, je veux rajouter Brigitte, bah, je clique sur le bouton ajouter, je fais ajouter, hop. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Bah, elle s'appelle Brigitte. Et j'ajoute Brigitte dans la liste des administrateurs de mon ordinateur. Je fais OK. Résultat, dans le groupe administrateur, s'il y a Brigitte en plus maintenant. Et si je retourne dans le conteneur utilisateur et que je retourne dans Brigitte, titre, il y a bien Brigitte et membre de administrateurs, comme hier. Donc c'est deux façons de faire la même chose. Soit vous partez de l'utilisateur et vous l'ajoutez dans la liste des groupes auxquels elle est membre, soit vous partez du groupe et vous ajoutez l'utilisateur dans la liste des membres du groupe. Tu peux avoir des doublons? C'est-à-dire des doublons? Genre, t'as deux Brigitte. Non, ça c'est impossible. Tu peux pas avoir de Brigitte. Ah sinon ça crée un vortex temporel et c'est la fin du monde. C'est un peu comme croiser les effluves quoi, c'est mal. Tu peux pas avoir de Brigitte. Je comprends pas quand t'as dit tu peux avoir de Brigitte. Tu veux dire tu peux... Bah là t'as ici, mis que le prénom donc oui. mais dans c'est la le liste. nom du compte utilisateur. Oui mais quand je l'ai créé, j'ai créé que Brigitte. Oui mais donc du coup faut la créer avec son nom, tu peux pas juste mettre le prénom d'une personne. Bah si tu peux. Attends, je Si recommence, tu veux. je recommence. Ta question c'est si dans la vraie vie j'avais Brigitte M et Brigitte L. Ouais. C'est ça. Alors, 2 M. deux Brigitte M. Mm. Bah, si tu veux, deux Brigitte M, c'est pas un problème. Alors donc là, c'est autre chose dans la règle des comptes. Quand tu crées des comptes utilisateurs, quel que soit celui que tu crées, le nom doit être unique. Ok. Il peut pas y avoir deux Grisou.
Alors, c'est un cas de Sinon, ça figure. fait conflit d'adressage. Alors, c'est pas conflit d'adressage, c'est conflit de nom. Tu peux pas avoir deux fois le même nom. Ok. Donc tous les comptes utilisateurs que tu crées doivent être uniques. Alors effectivement, tu peux avoir la problématique, ça s'appelle les homonymes. Dans mon entreprise, j'ai 2 homonymes purs. J'ai 2 Pierre Martin. Martin, c'est le nom de famille le plus répandu en France, et bon, Pierre, il y en a beaucoup. Dans mon entreprise, il y a 2 Pierre Martin. Alors qu'est-ce que je fais? Tu peux pas faire Pierre et Pierre. Bah, tu fais Pierre et Pierre 2, Pierre M, Pierrot. Il faut que tu trouves une solution. Mais les 2 peuvent pas s'appeler Pierre. Donc si tu as 2 Brigitte M, bah, la première elle s'appelle Brigitte M, et la deuxième elle s'appelle Brigitte M2, MA, Brijou, Brigou, Brisou. La deuxième tu l'appelles Brisou. Brigitte, Birgit. Ça arrive dans les entreprises. Évidemment, dans les grosses boîtes. Oui, Les mais- grosses boîtes où tu as des milliers de salariés, je veux dire que des homonymes, t'en as. Hein. Des Pierre Martin, ouais, on en a 12. Bah, les logins, bah, ça peut pas être Pierre. Ça ira pas. Donc des fois c'est un numéro, des fois c'est... Il y a des entreprises qui, pour pas s'embêter, ils prennent le numéro de salarié. Sur vos fiches de paye, vous avez un Matricule. numéro de salarié unique. Ouais. Ben voilà. Le login, c'est pas Brigitte, c'est BF7532. Dans les banques, c'est des, Bah, BF7532, c'est unique, il y en a qu'un. c'est des matricules aussi. C'est le matricule, voilà, c'est le matricule du salarié. Tranquille. Homonyme, impossible. Donc voilà. Ok. Faut juste que ce soit unique. Ça me pêche. C'est tout. J'ai un message d'erreur, utilisateur et groupe locaux, accès refusé. Oui. Je- Bah, t'es logué avec qui? Mais ça ne parle pas d'administrateur. Non, non, non. Alors c'est très simple. Je suis- Si vous avez un message qui vous dit accès refusé, c'est que vous essayez de faire quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. Donc la seule question à vous poser, c'est celle que je t'ai posée. D'accord. Avec qui tu as ouvert la session? Tu es logué avec un utilisateur qui n'a pas les droits de faire ce que tu essayes de faire. Administrateur. Est-ce que Brigitte a le droit de modifier les groupes? Non. Eh, sinon ce serait trop facile. Brigitte, elle se mettrait dans le groupe administrateur. Wouh, c'est la fête. Ça exclura après. Oui. Si on a créé le compte utilisateur avec le D majuscule, mais qu'on ajoute dans le groupe, on met un B minuscule, est-ce qu'il y a une incidence ou pas? Alors, je vais vous donner une phrase que vous allez noter et que vous allez apprendre par cœur. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Je répète. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Que veut dire chaque mot de cette phrase? En environnement Microsoft. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en environnement Microsoft? Non. Ça va? En clair, sous Windows. La casse, c'est quoi? C'est la différence entre les majuscules et les minuscules. Attention, ne confondez pas la casse et la chasse. La casse, c'est la hauteur des lettres, majuscule, minuscule. La chasse, c'est la largeur des lettres. Donc, quand on parle de majuscule, minuscule, vous parlez de la casse. Modifier la casse d'un mot, c'est le passer en majuscule ou en minuscule, par exemple. Ah, mais vous apprenez des mots de vocabulaire Mais ici. hein. ça s'écrit comment? Casse, c'est A2SE, casse, Ah ouais comme la casse. Ok. Et la chasse, c'est quoi? La chasse, c'est la largeur des lettres. C'est l'espacement entre les lettres. C'est ça. Bisous. Enfin, Le zizou Le grisou on utilisait où ça en fait? C'est pas la chasse. la chasse, c'est la... Ah, ça vient de l'imprimerie. L'imprimer. En fait, c'est l'histoire de l'imprimerie. Avant, alors là, c'était vraiment il y a très longtemps, les lettres en plomb, ça te dit quelque chose? Oui. C'est quand on devait écrire un texte, il y a un opérateur qui avait devant lui des boîtes dans lesquelles il y avait toutes les lettres de l'alphabet. Et il y avait la boîte des A, des B, des C, des C, et des C, des E, des F, etc. Et il y avait la boîte de la case basse, c'était les lettres minuscules, et la case haute, c'était les lettres majuscules. Donc il y avait la case haute et la case basse. Donc c'est ça la différence entre la casse
majuscule, minuscule. Et il devait prendre les lettres, les mettre sur une petite réglette, puis après ça passait dans des grandes plaques, et puis les plaques ça passait à l'imprimante. Enfin l'imprimante, c'était pas des imprimantes, c'était des presses, merci. Ça passait dans les presses, dans les rotatives, et ça imprimait les journaux. Et la chasse, tu l'as peut-être vu, mais aujourd'hui ça n'existe plus cette problématique-là, où tu vois des lettres qui sont écrites dans un mail par exemple, ou un truc comme ça, et elles se chevauchent les lettres. Tu vois, le C il rentre dans le B. Parce qu'il y avait certains ordinateurs qui avaient du mal à gérer la largeur des lettres. L'espace entre eux. Et ben, ce qui fait qu'il y avait, par exemple, t'écrivais un A, comme ça, et le I, il est comme ça. Donc l'écart, la largeur des lettres, c'est pas la même. Donc lui, il mettait tout le temps la même écart, donc il y avait des lettres qui rentraient, le C, il rentrait dans le I. Voilà. Et donc on a fait, ça s'appelle des polices de caractère à chasse fixe. Donc on a fixé dans la police l'écart de chaque lettre. Comme ça, toutes les lettres, ce qui fait que mon A il est comme ça, mais le I il est comme ça. Ce qui fait qu'ils vont prendre exactement la même largeur. Donc ils vont plus se chevaucher. Ok, merci pour ce cours d'histoire. C'est un cours d'histoire de l'imprimerie. Mais aujourd'hui ça arrive plus trop, sauf si tu reçois dans les spams. Dans les spams c'est des trucs qu'on voit, vu que c'est généré par des ordinateurs, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils ont peut-être mis une photo à la place des lettres coréennes. Des fois ça démerde un peu. Et donc, c'était pour revenir à ta question, Véronique. Normalement, ça change absolument rien. T'écris Brigitte tout en majuscule, tout en minuscule, la première lettre en minuscule, la dernière en majuscule. J'ai bien commencé ma phrase par dire en environnement Microsoft. Lorsque vous passerez dans l'élevage des pingouins, dans l'élevage des manchots, pardon, dans l'élevage des manchots, évidemment chez eux, alors là ça change tout. La casse, elle a de l'importance dans chaque lettre que vous allez taper. Vous pourrez faire Brigitte avec un B majuscule et avec un B minuscule, c'est pas la même Brigitte. Vous allez vous régaler. Et les pingouins, comment ça les pingouins n'existent plus? Bah les pingouins ça existe toujours. C'est juste qu'ils sont pas dans le même pôle. Les pingouins ils sont dans l'hémisphère nord, au pôle nord. Et les manchots, ils vivent dans l'hémisphère sud. Et les pingouins, ça vole. Bon, en clair, on peut dire que dans les logs. Les pingouins, ça vole. Et les manchots, ça vole pas. T'es sûr de ce que tu dis? Ah oui, je suis sûr de ce que je dis, oui. Linux, le symbole, c'est un manchot, hein. C'est pas un pingouin. Hein. Oui. Elle demande à ChatGPT, alors. Et il dit des conneries, ChatGPT. Ah, peut-être qu'il s'y connaît en manchot et en pingouin quand même, faut pas déconner. Les pingouins, ça vole. Oui, les pingouins, ça vole. Non. Non, ça vole dans l'air. Ouais, quand tu les jettes. Mais ça te laisse sur l'épaule. Quand tu les jettes. J'ai jamais vu un pingouin décoller. Toi aussi, tu le prends, tu le jettes. T'as- Ouais. Comme une poule, quoi. Mais parce que tu regardes des manchots. Le truc qui marche comme ça, là, ça, c'est un manchot, c'est pas un pingouin. Et un pingouin, c'est comment? Bah, un pingouin, c'est comme un oiseau. Ça ressemble plus à un oiseau, puis ça a des petites ailes, c'est noir et blanc, c'est tout petit. Un pingouin, c'est comme ça, les pingouins. C'est les manchots qui sont plus gros. Les manchots empereurs, Les ça connu. empereurs. Voilà, demande à l'internet, mais vérifiez, je dis que des conneries. ChatGPT me dit bien sûr qu'ils ne volent pas comme les oiseaux, ils sont d'excellents nageurs. Voilà, je dis que des conneries. Qui Leurs Il y a amis- personne à dire, c'est manchots, des pingouins mais- judoka. Non, les pingouins. Il y a pas C'est moi. des qualités, mais pas le vol en gris. Alors, il est peut-être en train de te tromper. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il y a le problème? On dit les pingouins volent ou volent pas parce que les Anglais, ils appellent ça des penguins, les deux. Les manchots et les pingouins, ils appellent ça des pingouins. Ah, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Ils se trompent pas. Ils se sont pas fait chier. Il n'y a pas un synonyme de pingouin? Bah, Qui vont voler. De manière, il y a- Mon dieu, on peut pas appeler ça voler. ah, Ils volent, ils volent, ils volent, ils volent. Ah non, mais les pingouins ils volent. Ça vole les pingouins. Ça marche. Bah ça marche aussi. C'est les manchots qui volent pas. Pourquoi j'ai jamais vu ça de ma vie? Pourquoi t'as jamais vu des pingouins? Bah parce que c'est moche un pingouin. C'est tout petit, c'est un genre d'oiseau. Alors que le manchot, c'est vachement plus intéressant. Ils se pètent la gueule, ils marchent comme ça, ils sont rigolos, ils se foutent des claques, ils se font des croche-pattes, ils tombent dans la glace, ils glissent sur le ventre. Ah, effectivement, ouais. Ah. Je lui ai dit pas les manchots, pas les manchots, pardon. Je te parle des pingouins. Il me dit oui, effectivement, ça vole.
ChatGPT, des fois, ils disent ce que tu veux entendre. Mais c'est parce qu'en mais- fait, il y a la plupart des sources de ChatGPT sont anglaises. Donc il traduit. Il traduit beaucoup pour nous, pauvres Français. Si tu veux vraiment parler à ChatGPT, il faut lui parler en anglais. Ouais. Et you have to speak in English. Mais For non, him. je lui dis que t'es français. Mais même, il va faire des traductions. Il va traduire ta traduction et bah pingouin c'est pingouin. Voilà. C'est pour ça. Quand tu fais des prompts dans le chat GPT, il faut faire les prompts en anglais. Mais oui. Non, mais c'est une question de précision. Le problème, c'est que des fois, ils te donnent des codes ou des trucs qui marchent que chez eux. Oui, mais c'est normal. C'est normal. C'est un truc américain. Donc si tu veux lui parler, bah parle-lui américain. Ça t'évite en plus la double traduction. Parce que ce que toi t'écris en français, il se le traduit pour lui en anglais, il essaie de l'analyser, et le résultat, il te le retraduit en français. Ok. Donc tu as une double traduction dans les deux sens, bah, y a des pertes. Hein. Il y a des pertes. Olivier, marque-le pour demain. Je l'ai expérimenté hier, justement. Pingouin. Encore une fois, il me disait dans une ligne de commande, mettre un paramètre c'était un slash Y. Slash Y. Y. Et ça fonctionnait pas. Et finalement, j'ai. C'était slash O. Avec l'aide, ouais, voilà. Fallait dire oui. J'ai vu que c'était- Ouais, c'est slash O. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même nous-mêmes réfléchir un petit peu et analyser ce qu'il nous dit. Et pas tout prendre pour argent comptant. Donc, voilà, donc Important. donc les manchots ne savent pas voler. Alors que les pingouins volent. C'est bon, le cours est terminé. Vous avez des questions? Donc t'oublieras pas, les manchots, pôle sud, les pingouins, pôle nord. Ils se croisent pas, ils vivent pas au même endroit. Enfin, plus pour longtemps, parce que comme tout est en train de fondre, à mon avis, il vaudrait mieux que les manchots, ils apprennent à nager. Et les pingouins aussi, il vaut mieux qu'ils soient tous bons nageurs, ce sera mieux pour eux. Alors, on est bien, donc Brigitte, vous la mettez dans les groupes, vous les enlevez des groupes, ou vous allez dans les propriétés des comptes, vous ajoutez dans les groupes, vous enlevez dans les groupes. Et ça va en faire des administrateurs, ou ce que tu veux. Et il y en a encore un autre. Hop. Alors regardez, j'ai appuyé sur le bouton démarrer et j'ai écrit compte. Vous avez un autre outil qui s'appelle gérer votre compte. Où là je vais voir mon grisou et qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est un compte administrateur. C'est écrit. C'est plus pratique que d'aller vérifier les groupes. Ce que vous avez là ici, cet outil-là, eh ben, il va être amené à remplacer le panneau de configuration. De plus en plus, oui, l'outil comme celui-là, comme gestion de l'ordinateur, alors c'est une rumeur, hein, c'est ce que fait Microsoft et ce qu'on voit de plus en plus, vous allez avoir des outils là-dedans ou des outils du panneau de configuration qui vont disparaître, qui seront remplacés par cette forme-là. Les paramètres à la, il y en a qui disent c'est à la Windows 8 un petit peu, parce qu'on voit des gros icônes, on peut cliquer avec la souris, mais on peut aussi cliquer avec les doigts. Voilà. Donc voilà, il va falloir s'attendre, et ça c'est ce qui vous arrivera. Je vous ai dit que Windows, il y avait des petites mises à jour, hein, les 23H1, 23H2, etc., qui apportaient, c'est pas la révolution, mais c'est des changements, c'est ce genre de changement qui arrive. Un outil, une façon dont vous aviez de faire quelque chose avant, a disparu. Elle est remplacée par autre chose. On pourrait tout à fait se retrouver avec ça maintenant, c'est-à-dire demain, peut-être que cet outil-là, gestion de l'ordinateur avec utilisateurs et groupes locaux comme je vous ai montré là, n'existera plus. Il faudra que vous alliez ici, dans paramètres, compte, et dans compte, il faudra aller dans famille et autres utilisateurs, et tiens, bah, je retrouve Brigitte là. Je retrouve les comptes, il y a Brigitte. Je clique sur Brigitte, j'ai un truc qui s'appelle changer le type de compte. Et oui, actuellement, elle est quoi? Elle est administrateur. Bah, c'est pas grave, changer le type de compte. Je lui mets quoi?
Voilà, je fais utilisateur standard et je fais OK. C'est devenu un compte local. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Quelle a été la vraie action? Elle a enlevé du groupe. Si maintenant je vais dans mon ancien outil, je retourne dans Brigitte, je retourne dans membre 2, elle fait plus partie du groupe administrateur. C'est encore une solution pour faire, encore une fois, la même chose. Pour que Brigitte soit administrateur, soit vous allez dans le groupe, vous la mettez dedans, soit vous allez dans les propriétés de Brigitte, vous l'enlevez du groupe, soit vous allez dans système, compte, autre compte, modifier le type de compte, et je peux changer le type de compte de Brigitte. T'as système, compte, groupe? Non, t'as pas système. Non, voilà, il n'y a pas groupe. C'est un des reproches d'ailleurs qu'on fait à cette aseptisation de l'administration de Windows, c'est qu'on perd des accès. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On parlait d'utilisateur avec pouvoir. Finalement, c'est exactement ce qu'il me faut. Pour mon appli, elle marche avec utilisateur avec pouvoir. Ok, je veux changer de type. Il est où utilisateur avec pouvoir là? Opérateur de sauvegarde qu'on avait vu avant, il est où là? Il n'y est pas, etc. Voilà, on perd de l'accès, on perd des possibilités. Bon, moi je dis on perd de la granularité. C'est moins granulaire, vous avez moins de grains de sable de possibilités. Vous avez deux cailloux, c'est tout. Ce qui veut dire que ce sera soit administrateur, soit utilisateur. C'est ça. Il n'y aura plus de... Alors, c'est pas incohérent, parce que comme je vous l'ai dit, Oui. la plupart du temps, dans un bon 99% du temps à tes souhaits, c'est ça. Soit on est utilisateur, soit on est administrateur. Donc les trucs opérateur avec pouvoir, opérateur de compte, tout ça, finalement personne s'en sert. Donc, c'est pas con de faire ça. Puis, vous voyez au niveau, encore une fois, finalement, l'accessibilité, c'est quand même un peu plus simple de venir là, famille, je vois qu'il y a écrit compte local, changer le type de compte, administrateur, ok. Et voilà, ok, ça y est, elle est changée. Et puis c'est écrit là. Ça se discute. Autre chose qui peut être embêtant, voilà, famille, autre utilisateur, ouais. Le compte qui s'appelle administrateur, il est où? Ça, vous le voyez? Non. Non. Et lui aussi, il voit pas les autres. Hum? Lui aussi, il n'a pas l'onglet famille et autres utilisateurs. Si, il a autre utilisateur, moi je suis sur l'administrateur, j'ai Brigitte et Mhm. Alors, si je vais chez administrateur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'écrit pas? Si, ça écrit. Gérez votre compte. Là, t'as pas autre utilisateur. Non, tout à l'heure, l'onglet s'appelait famille et autres utilisateurs. Pourquoi il y a Oui. pas de famille? Alors, il n'y a pas famille. C'est ce que je disais. Parce qu'administrateur, il n'a pas de famille. Mais tu vois les autres comptes. Tu m'as dit, on voit pas les autres comptes. Ouais. Quand tu vas dans autre utilisateur, il y a bien Brigitte et Grisou. Non, mais moi, je me suis pas rendu compte, mais ça fait longtemps. Mais quand je voyais pas famille, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas écrit famille comme le reste? Et du coup, je me suis Oui, mais c'est là où on voit, tu vois. Moi je trouve ça embêtant. Parce que là, on est sur la même machine, le même Windows, mais avec deux comptes différents. On n'a pas tout à fait le même affichage. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir vous adapter, en fait. Il va falloir dire, oui, vous n'avez pas écrit famille, est-ce que vous avez écrit utilisateur, autre compte, autre utilisateur quelque part? Il faudra vous adapter parce que Brigitte, elle a peut-être mis à jour son Windows. Elle est peut-être avec un compte administrateur, elle est peut-être avec un compte utilisateur. Donc attendez-vous à ce que, si vous comparez avec votre PC à vous, c'est possible que ce ne soit pas la même chose. Pas tout à fait la même chose. Bon, c'est pas la ligne de commande quand même, mais voilà. C'est possible qu'il y ait une option qui manque. Ok. Ou qui s'appelle différemment. Ou qui a été mis ailleurs, dans un autre composant. Ça malheureusement, vous n'allez pas y échapper. Hein. Ça peut dépendre aussi des versions là, les deux H59. Ouais. Souvent d'ailleurs, ils le font passer par là. Ok. Ils font une mise à jour intermédiaire, et hop, tac, ils ont changé un petit outil dans une mise à jour. Puis dans une autre, ils changent un deuxième outil. Dans une autre, une troisième. Tu vois, ils les font pas tous d'un coup. C'est chiant. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc des fois, vous allez avoir des gens qui, ou même vous allez être perturbé parce que vous avez l'habitude d'utiliser l'outil gestion de l'ordinateur, machin. Vous avez l'habitude d'aller dans panneau de configuration, chercher tel composant. Et bien, il n'y est plus. Ils l'ont déplacé ailleurs. Par exemple, une fonction que moi j'utilisais très souvent, c'est une combinaison de touches qui s'appelle Windows Pause. Avant, quand je faisais Windows Pause, ça m'affichait ça.
ça m'affichait les propriétés du système. Cette boîte de dialogue, propriétés du système, vous la connaissez? On l'a utilisée pourquoi? Modifier le nom. Voilà, je voulais renommer, je veux modifier le nom de mon ordinateur. Maintenant, quand vous avez Windows Pause, ça vous affiche ça. Vous retrouvez un petit peu la même chose. D'ailleurs, il y a renommer ce PC. Je peux aussi renommer mon ordinateur ici. Toi, c'est le 11, toi, c'est le combien que tu as? Bah, je sais pas, la VM c'est Windows 10, ça. Ah ouais, sur la VM. Oui, je le fais dans la VM. Je m'amuse à regarder avec l'autre qu'on a maintenant, c'est encore effectivement bien différent. C'est encore différent. Les concepts sont les mêmes. Oui. On retrouve la notion, bah là si tu es dans utilisateur ou autre, J'ai t'as- pris l'autre pour voir. Et Ouais. effectivement, bah, c'est un peu mieux, c'est plus joli. ah, ça après. Mais c'est tout quoi. Ouais. Ça, Souvent les intitulés des boîtes de dialogue ont changé, ou ils les ont déplacés un peu, le bouton il est pas au même endroit. Windows il envoie un message, enfin il envoie, je pense qu'il fait une communication là-dessus, quand il y a une nouvelle mise à jour qui arrive, Oui. avec les fonctionnalités les plus... Ah, on dit que c'est Microsoft qui le fait, c'est pas Windows qui le enfin, parle. ouais, Microsoft. Enfin, c'est Bill. Et, oui. Et Oui. après, nous, faut qu'on va aller, enfin, faut que nous on s'amuse à les lire en fait. Alors, ça porte un nom, ça s'appelle la veille technologique. Exactement. La veille technologique, c'est vous tenir au courant des nouveautés qui sont en lien avec votre secteur d'activité. Vous faites une veille. Vous tenez au courant, vous anticipez. Windows 12 arrive. Qu'est-ce qui va changer dans Windows 12? Il y a des trucs en plus, en moins, les interfaces sont pas les mêmes. Il y a la prochaine mise à jour, il y a la 25H1 qui va sortir. La 25H1, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle modifie? Est-ce que c'est celle-là qui va nous enlever le panneau de config? Il faut se tenir au courant. Donc là, tu as plein de sites internet, tu as le site de Microsoft, hein, mais tu as Windows News, tu en as plein, hein, des sites qui vont te tenir au courant de... Et encore plus qu'avant quoi. Parce qu'avant c'était à chaque Oui. Windows quand il arrivait, et maintenant c'est à chaque mise à jour. Ouais. Chaque mise à jour intermédiaire, il peut y avoir des changements. Donc oui, vous devez suivre ça. Mais quand tu fais la mise à jour, ils te le disent pas directement? Qui il? Microsoft. Bill, en personne. Bill? Bah oui, mais alors ça dépend à quelle heure a lieu le dîner. Le dîner avec Bilou, c'est à quelle heure que tu le vois? Je veux dire, quand on fait une mise à jour, Oui. il n'y a pas une page qui s'affiche qui nous dit en gros. Voilà ce Ah qu'on ouais, fait. le truc avec j'accepte écrit en bas? Ouais. T'en as déjà lu une? Non, Bah, en il y a- général, mais pour les jeux, ils le font. Genre, c'est pareil, ils font des mises à jour. Avant de j'accepte, il y a le petit résumé. Voilà, il y a ça qui va changer, ça qui va changer, ça qui va changer. Genre 3 petits points qui résument un peu près tout le pavé. Non. Il n'y a pas de changelog. Oh, Pour ça. s'il y en a un, Ah bon s'il y en a un, je l'ai jamais vu. Justement, c'est pas Ah ouais, complexe. d'accord. Ils enlèvent un panneau, ils en font un truc. Non, non, il y a tellement de choses qui sont changées. Ils font pas de petits points. Non, il n'y a pas ça. Donc, vous allez devoir vous adapter. Il y a des évolutions dans l'interface qui sont faites, en particulier tout ce qui va concerner la modification du système, les paramétrages du système. Panneau de configuration, gestion de l'ordinateur, gestion des disques. Ça va bouger et ça bouge régulièrement. Donc les choses changent et c'est pas impossible. Je vous dis, voilà, je veux configurer l'adresse IP de ma machine. Vous faites comment? Bah, pour ceux qui n'ont pas oublié, bonne réponse. Je tape ncpa.cpl. Ah, ça s'ouvre encore. Ouf. Peut-être que dans Windows 12, ça fonctionnera plus. Pourquoi? Parce que tout ce qui finit par CPL, c'est contrôle panel. Contrôle panel en français, ça veut dire panneau de configuration. C'est un élément du panneau de configuration. Et quand le panneau de configuration aura disparu, tous les trucs en CPL, 6dm.cpl, ncpa.cpl, tout ça, ça marche plus. Faudra faire autrement. Voilà, faudra faire système, commande, une commande, je sais pas, mais ça pourrait disparaître. C'est comme ça. Les choses évoluent. Et il faut évoluer avec les choses. J'ai l'impression qu'ils changent un peu des trucs qui servent pas à grand chose. Alors qu'il y a des trucs qui pourraient changer qui sont plus. Qui sont là mais qui servent à rien. Eh ben, pendant le dîner avec Bill, faudrait que tu lui en parles. Tu lui diras, tu veux changer quoi? Ça sert à rien. Le truc des classes là, des classes qui n'existent plus, des classes IP qui n'existent plus et les sous-masses qui se mettent ils devraient rester 000 et puis tu es obligé de le changer, là tu es obligé de t'adapter, que de te tromper, de mettre 255 qui se base sur un truc qui n'existe plus parce que à l'époque ils faisaient comme ça. Donc toi, ce que tu proposes, c'est quand je fais ncpa.cpl et je dois mettre une adresse IP, je mets 192.168.1.1 Ouais.
Et dans le masque, ils écrivent rien. Ouais. C'est donc Je à pense toi à le faire comme ça. d'inventer un masque. Comment? C'est donc à toi d'inventer un masque. Tu mets celui dont t'as besoin par rapport à ton numéro de réseau. Non mais attends, je vous ai fait combien de jours de cours pour que vous arriviez à calculer le numéro de réseau? Ouais, Pas mal. pas mal hein. Ouais. Donc tu penses que tout le monde, tous ceux qui font de l'adressage IP, tous ceux qui s'occupent de l'informatique, devraient faire déjà ces 5 jours de cours, minimum. J'espère quand même, oui. Ah, t'espères. Voilà. Alors l'objectif de Bill, c'est de vendre un maximum de trucs. Donc si ça se fait tout seul, c'est mieux. Ok. Moi je pense que t'as raison, tout le monde devrait être formé, hein. Il devrait y avoir plus de monde qui se forme, hein. C'est mon métier. Bah, si tu Mais veux non. t'habituer, quand même, oui. Non, je pense que c'est une mauvaise idée. Ce sera pas recevable comme idée ce que tu proposes. C'est toi qui as raison, sinon il l'aurait déjà fait. Bah évidemment qu'il l'aurait déjà fait. Et pas de config, c'est une bonne idée. Moi tu sais, je vais être obligé de dire c'était mieux avant. J'ai l'habitude. Je connais les commandes par cœur. Je vais être obligé de m'adapter. Pff, Encore. C'est plus de mon âge ça. Toi tu peux t'adapter. Tu y arriveras. Mais moi c'est mort. Je pourrais plus. Hein. Windows 12 je l'installe pas. D'ailleurs même Windows 11 je l'installe pas alors. C'était on peut mieux dire, Windows hein. 8, c'était beaucoup plus gros. Non, c'était Windows 7 le mieux. Le 7 points. Si tu veux, c'est pareil. C'est vrai que moi je l'ai encore. Tu l'as encore? J'ai le 17.7 quand je démarre, j'ai le choix entre les deux. Et tu lances encore le 7? Non. Ah bah ouais, j'avais- c'est- en fait, je connaissais pas. J'étais bien avec le 7 points. Non, Windows 10 il est parfait. Il est Il parfait. y a encore le système. Ça marche? Et c'est plus à jour. Alors, on va parler maintenant d'un autre outil. On va parler de quelque chose qui va être très important, parce que vous allez souvent devoir aller mettre votre nez dedans. C'est ce qu'on appelle les services. Donc, au choix, soit vous faites ça à l'ancienne, vous faites Windows R et vous écrivez service avec un s.msc. Et ça va vous ouvrir une console pour gérer les services. Donc Windows R, service.msc. Soit vous appuyez sur votre bouton démarrer et vous écrivez service. Et il va vous proposer de lancer l'application qui s'appelle service. Faites comme vous voulez, l'un ou l'autre. De toute façon, il faut ouvrir l'application service. C'est ça qu'il faut ouvrir. Alors, question, qu'est-ce que c'est que ces services? Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler des services de Windows? Oui. entendu parler, oui, on voit ça tout le temps. Et, mais bah, alors, j'ai mais- jamais su ce que c'était. Bon, ouais, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Non. Les services de Windows, ce sont des programmes qui se lancent automatiquement, en général au démarrage de la machine, pour exécuter un service, une fonction, un rôle, pour faire un truc. Alors, il y en a évidemment plein. Donc, je vais en prendre un au hasard. Par exemple, il y a un service qui s'appelle client DHCP. À quoi peut-il bien servir? À mon avis, c'est celui qu'on utilise quand on imprime. Ça doit être pour imprimer. Bah non. Client DHCP, évidemment. C'est ce service-là qui s'occupe de Dora. C'est le service client DHCP qui va envoyer le discover, récupérer le offer. C'est lui qui s'occupe de récupérer, communiquer avec le serveur DHCP. Sur un poste de travail, vous avez un service qui s'appelle client DHCP. Et sur un serveur, vous avez un service qui s'appelle serveur DHCP. Le client DHCP envoie le discover. Le serveur DHCP envoie le offer. Le client DHCP récupère le offer et envoie le... Vous vous souvenez de la troisième trame dans le DHCP, c'était request, effectivement. Et le serveur DHCP récupère le request et renvoie le ACK. Et renvoie la quatrième. Voilà. Typiquement, les services, c'est ça. Vous avez un service qui fait une action, qui a un rôle bien précis pour faire quelque chose. Évidemment, si ce service client DHCP ne fonctionne pas, pas de Dora, pas d'adresse IP.
Et donc dans Windows comme ça, vous avez beaucoup de services, chacun étant lié à une petite action, une petite tâche bien précise. Donc si on reprend mon service client DHCP, le premier truc qui va m'intéresser, je vais le mettre en bleu, c'est ce qu'il y a dans cette colonne-là. Est-ce qu'il est quoi? Il est en cours d'exécution. Là, la colonne, elle n'est pas assez large, mais il y a écrit en cours d'exécution. Ça veut dire que ce service fonctionne, il est démarré. C'est ce qu'on dit en général. On dit qu'un service, à tes souhaits, soit il est démarré, soit il est arrêté. Alors, pour moi, il y a toujours eu un problème dans cet outil, c'est que les services qui sont démarrés, il y a écrit en cours d'exécution, et ceux qui sont arrêtés, il y a écrit rien. Il n'y a pas écrit arrêté. Donc si vous voyez un truc vide, donc si je prends le service du dessous, là, le collecteur d'événements de je sais pas quoi, ben je vois que ce service il est arrêté parce qu'il y a écrit rien du tout. Donc attention au piège. Ne cherchez pas qu'il y a écrit arrêté. Il y a écrit rien. Ceux qui vont fonctionner sont en cours d'exécution. Si vous voulez savoir à quoi sert un service, ben en général vous avez quand même une petite description, ça peut vous aider. Tac, tac. Donc si j'agrandis un peu là, le client DHCP, il inscrit et met à jour les adresses IP, les enregistrements de données sur cet ordinateur. Si le service est désactivé, tous les services qui en dépendent explicites sont arrêtés aussi. Et il est en cours d'exécution. Voilà. Donc là, j'ai double-cliqué sur mon service. Je suis allé dans les propriétés du service client DHCP. Je vois que, hop, je retrouve la même information. Il est dans quel état? Il est en cours d'exécution. J'ai la même information. Ce qui va m'intéresser après, c'est le type de démarrage. Vous voyez qu'il y a écrit quoi? Automatique. Ça veut dire démarrer automatiquement avec le système d'exploitation. Si vous arrêtez Windows, le service client DHCP va s'arrêter. Si vous redémarrez Windows, le service client DHCP va démarrer avec Windows. En fonctionnement normal, tous les services qui sont en démarrage automatique doivent être en cours d'exécution. C'est logique, ils doivent tous démarrer avec Windows. Donc ils doivent tous être démarrés. C'est le premier problème qu'on rencontre souvent avec les services. Vous ne récupérez pas d'adresse IP, peut-être parce que le service client DHCP, il est arrêté, alors qu'il devrait être démarré. Donc, je vais vous montrer un truc. Des services qui sont automatiques, il y en a plein. Vous n'allez pas vous faire toute la liste. Hein. Je vous invite, dans l'outil que vous avez là, vous allez faire un clic ici, là où il y a écrit type de démarrage. Vous cliquez une fois. Ça va vous trier tous les services par type de démarrage. Donc si je clique une fois dessus, j'ai dans mon affichage tous les services qui sont en automatique. Et bien normalement ils sont tous dans l'état en cours d'exécution. Si vous voyez un service qui est en automatique et qui n'a pas écrit en cours d'exécution ici, c'est pas normal. Je sais déjà qu'il y a un problème. Donc ça c'est une méthode extrêmement rapide pour savoir la stabilité, la fiabilité d'un ordinateur. Est-ce que mon Windows il est en fonctionnement normal? Je vais dans la console service. Dans les services, je trie par type de démarrage et je vérifie que tout ce qui est automatique est bien en cours d'exécution, Je le vois tout de suite. Donc si tout ce qui est automatique est en cours d'exécution, tout va bien. S'il y en a un qui n'est pas en cours d'exécution, potentiellement il y a un problème. Alors évidemment, il faut voir quel est le service qui a un problème. Je vais prendre celui-là par exemple. Tac. Je vais en prendre un autre. Le service que j'ai sélectionné, il s'appelle spooler d'impression. Alors le service spooler d'impression, il permet d'impressionner. Donc quand vous voulez impressionner quelqu'un, il faut que le service spooler d'impression soit en cours d'exécution. Alors je vais l'arrêter. Un service, grâce à la méthode ancestrale Microsoft, vous pouvez l'arrêter. Je fais clic droit de souris. Arrêter. Le service maintenant. Voilà. Il est en type de démarrage automatique. Je vois qu'il n'est pas en cours d'exécution. Actuellement, je ne peux impressionner personne. Si je veux lancer une impression,
ça me dira laisse tomber, tu ressembles à rien là. Tu peux impressionner personne comme ça. Donc là, tout de suite, je vois, sur cette machine, il y a un problème. Ce service-là n'est pas démarré, alors qu'il est censé être démarré en automatique. Donc, l'action qu'il est censé faire ne fonctionnera pas. Par contre, bien sûr, tous les autres, ils fonctionnent. Hein. Donc, je vais avoir juste une action qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas impressionner. Alors que le client DHCP, il fonctionne. Lui. Je vais bien récupérer une adresse IP, ça va pinguer, j'ai pas de souci. Mais l'impression, c'est off. Et à part une action humaine, qu'est-ce qui ferait qu'il se lance pas? Eh bien, une action inhumaine. Ok. Y aurait-il des choses inhumaines qui s'exécutent sur ton ordinateur? Service? Ben non, non, non. Tu me dis justement, le service est arrêté. À cause d'une action inhumaine. Logiciel? Oui. Un autre logiciel. S'amuse à me... Oui. Des petits logiciels qui s'amusent à faire des trucs pas très catholiques sur ton ordinateur, ça s'appelle comment? Un virus. Voilà. Un vieux script d'un vil hacker coréen. Oui. Ça peut arriver. Alors, la plupart du temps, c'est plutôt des plantages. C'est plutôt lié à un dysfonctionnement du système parce que je vous ai dit que derrière tous ces services, c'était des quoi? C'était des programmes. C'est des logiciels. Des logiciels, c'est des fichiers. Derrière tous ces services-là, il y a des fichiers. Il y a des DLL derrière tout ça. Si tu as une DLL manquante, tu as des services qui peuvent ne pas démarrer. Parce qu'ils cherchent leur DLL, ne peuvent pas l'ouvrir, ne peuvent pas démarrer. Pourquoi cette DLL manque? Virus, sabotage, plantage, mise à jour. Mise à jour qu'il ne fallait pas mettre à jour. Tentative de mise à jour qui a échoué. Des raisons, il peut y en avoir plein. Après, c'est là où il faut mener l'enquête. Il faut dépanner, là, c'est autre chose. Et là, mon service s'est arrêté. Il s'est arrêté pourquoi? Peut-être il n'y avait plus assez de mémoire vive sur ma machine. Je l'ai sursollicité. Il y a des services qui n'ont pas pu démarrer à ce moment-là. Sauf que maintenant, la mémoire s'est libérée. On va essayer de le démarrer. Donc ça, c'est à faire automatiquement. Je suis venu dans la console service, j'ai trié par type de démarrage. J'ai tous les démarrages automatiques. J'en vois un qui n'est pas démarré. Je pense qu'il est important celui-là. Je vais le démarrer à la main. Clic droit de souris. Démarrer. C'est maintenant qu'on fait la prière. Parce que si j'arrive, je vois un service qui n'est pas démarré, c'est pas normal. Pourquoi il n'a pas démarré? J'en sais rien du tout. J'essaie de le démarrer quand même. Clic droit de souris. Prière. Démarrer. Faites qu'il démarre, faites qu'il démarre. Il a démarré. C'est bon. Problème résolu. Pourquoi ce service s'était arrêté? J'en sais rien. Mais je l'ai redémarré. Il a redémarré. Tout va bien. Je vais pouvoir réimpressionner des gens. Vous avez beaucoup de gens, si vous lisez sur l'optimisation de Windows, qui vont vous dire qu'il y a plein de services qui servent à rien. Et c'est une des raisons de la lourdeur de Windows. Pourquoi c'est si lourd Windows? Pourquoi ma machine est RAM? Parce que tous ces processus, ils s'exécutent. Hein. Ils consomment tous de la mémoire vive, du processeur, etc. Donc il y a des gens qui vont vous dire, le service pooler d'impression, c'est un service complètement inutile. Vous pouvez changer son type de démarrage. C'est-à-dire, au lieu de le mettre en automatique, faire en sorte qu'il démarre avec la machine, vous pouvez le mettre par exemple en manuel. Ça veut dire que ce sera à vous de le démarrer à la main et de l'arrêter à la main. Ou si vous dites, non mais lui, jamais j'en aurai besoin parce que moi je veux jamais impressionner personne, vous choisissez désactiver. Et un service désactivé démarrera jamais. Donc vous aurez moins de mémoire, de processeurs qui seront utilisés dans cette machine. C'est un peu ce qu'on faisait à l'époque sur les anciens PC. Moi, par exemple, pour ouvrir plus vite Windows, pour désactiver des services. Ça existe toujours. Il y a toujours des gens qui vont optimiser Windows en disant, effectivement, et c'est vrai, moi, je n'impressionne jamais les gens. J'ai jamais besoin d'impressionner les gens. Ben, je le désactive ce service. C'est pas la peine qu'il démarre. Ça va pas m'empêcher de surfer sur Internet. Hein. Ça va pas m'empêcher de lancer mes jeux. Hein. C'est que quand je veux impressionner quelqu'un. Je le désactive, aucun problème. Bon, le jour où vous voulez impressionner, évidemment, il faudra le redémarrer. Vous aurez un joli message d'erreur qui vous dira « Le service pooler d'impression ne fonctionne pas ». Mais ça se fait plus, ce genre d'optimisation. Mais c'est ceci. Tu connais l'intégralité des ordinateurs du monde et tu sais qu'ils ont tous suffisamment de mémoire vive par rapport au travail de chacun. C'est incroyable, putain, t'as une connaissance. Waouh, plus que ChatGPT, alors là,
Waouh, je suis impressionné. Hein. C'est ouf. Il a mis- Demain, ça va être un festival. Waouh, demain matin, ça va être ouf. il a activé ses services. Bien sûr que non, vous cherchez, il existe des versions optimisées de Windows faites par la communauté, où les mecs, ils ont pré-packagé votre Windows et ils ont démarré le minimum de services possible. Même le service client DHCP, il n'est pas obligatoire. Si tu mets des IP fixes, c'est toi-même qui mets ton adresse IP avec le masque que tu connais. T'as pas besoin de client DHCP. T'as pas besoin de service couleur d'impression. Dans les entreprises, ils peuvent optimiser comme ça les... Encore une fois, ça sert à quoi? Pourquoi tu vas faire cette optimisation? Pourquoi tu vas arrêter des services qui te semblent inutiles? Pour que ton Windows il aille plus vite. Pourquoi doit-il aller plus vite? Parce que, en général, mon matériel n'est pas dimensionné par rapport à mes besoins. Donc je veux optimiser au maximum parce que mon boulot, c'est Photoshop. Et le logiciel qui doit fonctionner au taquet, c'est Photoshop. Et bien Photoshop, il n'a pas besoin de client DHCP, il n'a pas besoin d'impressionner personne, il a besoin de rien. Donc je désactive un max de trucs pour que mon Photoshop il soit au taquet. C'est ça la question. Parce que mon patron, je lui ai dit, mais putain, j'ai besoin de 64 Tera de RAM. Et cette pince, il veut pas me payer le super MacBook Pro Alpha Plus sous prétexte que ça vaut 30 000 €. Quel connard. Quelle pince! Non, mais il a les oursins dans les poches, hein, le patron. Il y a une bonne hotline pourtant. Et pourtant, il y a une super hotline. Eh ben, ça n'a pas suffi comme argument. Merde. Donc, résultat, il lui a acheté un pauvre Dell, là, tout pourri, et on est obligé de désactiver les services pour que ce soit plus rapide. Quelle honte! Mais il y a une bonne C'est hotline. honteux! Ah, chez Dell. Ah, ben, encore meilleur. Ah, ouais, encore meilleur. Oui, mais et en plus, c'est pas cher. Respect sur Dell, s'il vous plaît. Mais on Bah respecte oui, Dell. on respecte ton avis. Mais justement, c'est le top, Dell. C'est les meilleurs. Meilleurs, pas photo. Largement devant. Donc pour en revenir à ces services-là, vous avez comme ça la possibilité de modifier le type de démarrage d'un service, ce qui peut donc induire des problématiques, des erreurs. Imaginez Brigitte, peut-être pas Brigitte, imaginez Kevin, le fils de Brigitte, qui est abonné à Windows News, excellentissime magazine, qui va sur les forums Reddit, et qui a vu que on pouvait faire mieux dans Windows, on peut l'optimiser en en arrêtant des services. Et bien sûr, dans son entreprise, Kevin, il est administrateur. Hein. Donc Kevin, il a désactivé client DHCP, spooler d'impression. Voilà, ça sert à rien tout ça, là, je l'ai vu dans Windows News. Ils l'ont dit. Pire, dans Pirate Magazine. Il a des... Et donc, il désactive, et il dit « Ah, je comprends pas, je récupère plus d'adresse IP. » Oui, j'ai arrêté le service client DHCP, ça sert à rien ça. Je l'ai vu dans Windows News que ça servait à rien. Bon bah oui, t'as plus d'adresse IP, tu m'étonnes. Donc faites attention, c'est en général ici que vous allez intervenir, soit pour vérifier que les services qui sont en démarrage automatique sont censés être démarrés. Ça c'est une première vérification. Il y en a une autre, il faudra aller plus loin. Est-ce que c'est normal, voilà je vais changer ici, que le service qui s'appelle programme des mises à jour de fuseau horaire est désactivé? Est-ce que c'est normal que ce service soit désactivé? Est-ce que c'est oui ou non? Bon, évidemment, la réponse, ça dépend. Des fois, ce sera oui, des fois, ce sera non. Mais ça fait partie des choses à vérifier, les services. Donc, ça veut dire que si nous, on se fait chier à faire des étendues sur un serveur DHCP qui est long comme le bras, il y en a un qui dit moi ça marche quand même pas, et c'est parce que ce connard s'est amusé à désactiver ses services. Exactement. Nous, on va s'arracher les cheveux pendant 3 heures, Oui. on va recalculer nos trucs, la Non. porte du trait et tout, Non. alors qu'en fait, c'est Non. lui qui a fait. Ah non. Alors c'est là où il y a des méthodes pour faire du dépannage. Mais enfin, si grâce aux méthodes de dépannage, tu as trouvé que c'est lui qui avait arrêté volontairement le service client DHCP par exemple, c'est là où la violence physique est importante. Ah, merci. Là, il faut arriver sur... Il y a toujours deux façons de faire. Il faut d'abord se concentrer sur la solution du problème. Et une fois que le problème est solutionné, On peut le culpabiliser. tu vas t'occuper de la cause. On peut le culpabiliser, lui dire nous on fait un boulot de malade derrière, et Oui. toi, tu nous casses. Alors, donc là, c'est la violence morale Oui, d'abord. que tu vas utiliser. Après, c'est un choix personnel. Il y a Comment un tu peu souhaites de le transmettre l'information? Ouais, parce que c'était chez toi, tu peux pas le taper. Ah oui. Tu peux menacer en disant je vais venir. Ouais, oui. Ah oui, si tu es à distance, oui, là tu as surtout la Obligé de violence faire du morale, la travail. culpabilité, c'est pas mal. Ouais. Mais il y a des mecs qui disent rien à foutre, c'est ton boulot, t'es payé pour ça. Pas facture, c'est bien.
Ah, ça c'est la violence monétaire. Ah oui, ça c'est. Ah, violence monétaire, c'est pas mal. Moi je connais bien ton banque. Celle-là, le fameux nom. Ouais, celle-là, ça titille beaucoup de personnes. Ça touche beaucoup de monde, ça. Là. T'as déjà eu des frais bancaires? Ça, Voilà, donc, cette console service, on en reparlera quand on fera, évidemment, le dépannage la semaine prochaine. Parce que c'est une cause de problématique régulière. Vous devez la connaître, vous devez y arriver et vérifier les services automatiques. Ils sont bien démarrés. Est-ce que les services qui sont arrêtés, qui sont désactivés, c'est normal qu'ils soient désactivés? Et s'ils ne le sont pas, bah, essayez de démarrer les services qui sont pas démarrés. Voilà, Branch Cache, il doit être démarré. Bah, j'essaie de le démarrer. Il démarre. Ah, il démarre pas. Pourquoi? Tac, 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 il ne s'agit pas d'un service Microsoft. Bon, ah, là j'ai une erreur. Il faudra qu'il y ait l'erreur. Pas le démarrer celui-là. Bon, j'en ai un que j'ai choisi au hasard. Je sais pas ce que vous foutez. C'est good? Mais du coup, pour fonctionner, la machine, c'est elle qui décide. Enfin, c'est pas elle qui décide, mais enfin, elle met des automatiques en automatique. C'est-à-dire que là, par exemple, on n'a rien mis. C'est pas nous qui avons décidé. Alors, ce sont les développeurs de Windows. Ok, parce C'est-à-dire qu'il a mis les des gens trucs en qui ont manuel, créé tout. Windows, c'est eux qui connaissent bien leurs produits Mhm. et qui ont estimé que Ceux-là, ils devaient pour un être- fonctionnement normal, on avait besoin de ce service. Tu vois, il y a le service client DHCP. Ouais. Ils ont estimé que bah, la plupart des ordinateurs, c'est des clients DHCP, ils ont besoin de ce service-là. Spooler d'impression, ça permet d'impressionner. La plupart des gens, ils ont besoin d'impressionner de temps en temps. Donc, on a besoin de ce service-là. Donc, ils ont fait bah, le plus normal de tous les services. Ok. Voilà. Il y a... il s'appelle... Tac. Voilà, il y a un service qui s'appelle... Hop. Windows Update. C'est celui qui sert à faire les mises à jour. Mais ils l'ont mis en manuel. Alors attention. Il est en manuel, mais c'est un déclenchement différé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans Windows un espèce de programmateur qui va dire Windows Update, oui, mais pas tout le temps. C'est tous les mardis. Ok. Vos ordinateurs Windows, il va démarrer le service Windows Update tous les mardis. Ça, on ne voyait pas dans le truc. Ah. On peut choisir après. Oui, ça on peut le changer. Non, mais ça montre que Windows Update, c'est un service qui est en manuel, différé, mais il est déclenché par un processus, une tâche planifiée. Il y a un planificateur qui va le démarrer qu'au moment où il en a besoin. Typiquement, ça évite de surcharger la machine. Si je double-clique, mais il n'y a pas marqué. Il y a marqué juste manuel. Il n'y a pas marqué Oui, mardi. Ah non, mais c'est pas là. Ah oui. Non, mais quand je double-clique dessus. Oui, oui, mais alors, C'est pas là. donc ça c'est ailleurs. D'accord. Les tâches planifiées, c'est ailleurs. Ok. Vous allez aussi avoir des logiciels que vous installez qui vous créent des services. Le grand classique, c'est un antivirus. Lorsque vous installez un antivirus, l'antivirus va créer un service antivirus qui fonctionne en permanence. C'est pour ça que lorsque vous redémarrez votre machine, l'antivirus, il démarre avec la machine. En même temps, il y a un service antivirus. Donc parfois, quand vous allez aller... Ah ben je l'ai fermé, d'accord. Dans la liste des services, entre un ordinateur et un autre ordinateur, la liste des services, c'est pas forcément la même. Vous pouvez avoir des ordinateurs qui ont plus de services que d'autres. Parce qu'ils ont eu plus de logiciels que d'autres. Alors, dans les Windows de base, normalement la liste c'est la même. Tout le monde devrait avoir la même liste là. Mais quelqu'un qui par exemple a installé, grave erreur, Norton Antivirus par exemple, il va y avoir des services Norton Antivirus qui se lanceront avec la machine. Il y a déjà des gens qui ont eu Norton Antivirus parmi vous? Qui est d'accord avec grave erreur? Ouais. Ah bah voilà, bah, tous ceux qui l'ont utilisé. Bon, moi je suis pas seul à le dire. C'est une merde infâme. Bah, c'est horrible, Norton Antivirus c'est le pire. C'est le plus mauvais. Et surtout, Ils vendaient on peut jamais le désinstaller. Ils les vendaient les ordinateurs à une époque avec Norton dessus. Il faut que tu enlèves à une époque. Ouais. Ça se fait encore. Ça se fait encore. Ouais. Celui qui est monté directement dans Windows, il est bien. Ah,
Tu parles de Windows Defender? Ouais. C'est le meilleur antivirus du monde. C'est le meilleur, il n'y a pas mieux. Il y en a un autre aussi. Pourquoi il n'y a pas mieux? Parce que c'est le million d'utilisateurs. Parce que c'est le plus attaqué. D'accord. Donc, c'est le plus mis à jour. Vu qu'il est par défaut dans tous les Windows. Si tu es un vil fabricant de virus, quel est le premier antivirus que tu vas essayer de blouser? C'est Windows Defender. Donc, quel est celui qui est le plus mis à jour? C'est Windows Defender. Voilà. Il n'y a pas photo. Il est loin devant tous les autres. Parce que c'est le plus attaqué. Donc c'est le plus mis à jour. Voilà. C'est le plus mieux. C'est le plus mieux. Donc maintenant, ils n'ont plus que les arguments marketing pour vendre des antivirus. Oui. Les fabricants. Ils ont plus que ça. Enfin, ils ont toujours eu que ça d'ailleurs. hein. Et Parce après, que bon, ils ont quoi, un peu, comme- Je sais pas. À qui profite le crime des virus? Qui c'est qui gagne de l'argent avec les virus? Antivirus. Les fabricants d'antivirus. Tiens, C'est ça. Et on voit pas de pub. Donc, bizarrement. Ouais, c'est vrai, il y en a, Non, il y en a- mais il y en a pas c'est- beaucoup. Non, ils font des attaques et puis ils disent moi j'ai une solution. Oh, C'est pas tu crois ça? souvent. Ce serait ça? Ça serait comme le Covid. Ah, ce serait. Attends. Ah, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, il y a des, comment dire, enfin, il n'y a pas des forums, il y a des espèces de classements. À chaque fois qu'il y a un virus qui sort, Oui. quel est le premier antivirus qui peut l'éradiquer? Ouais, ouais. Et à chaque nouveau virus, c'est un autre antivirus qui peut l'enlever. Le premier. Oui, oui. Genre, ça tourne. Ouais. Bizarrement, c'est étonnant ça. Certainement le fruit du hasard. C'est le hasard. Ah oui, bah, je vois pas d'autre explication. Il y a moi. pas de Hum. personne Une derrière salle tout ça. secrète, tu sais, Norton, Avast, ils sont tous ensemble pour le Ah, tu crois? Pour un masque. Ils font le jeu de la bouteille, ils tournent et fait ah bah c'est toi le premier aujourd'hui. Allez, Pour le nouveau virus, c'est toi qui prends. Allez, c'est toi qui le fais. pour les milliards, on se Ah, puis après, on partage le gâteau. hein. partage. Tu sais bien que la meilleure stratégie commerciale, c'est l'entente. Heureusement que Free est arrivé pour changer tout ça. Voilà. Donc c'est à connaître. Voilà. Ça va l'explication sur les services maintenant, tu sais ce que c'est? C'est bon? Super. Tu pourras le répéter demain. hein. On dira pas. On parlera des services. Bon, les cafés? Yes. Ah bon, il y avait des questions sur les services? Moi j'ai juste une question. Oui. Sur Norton. Ah, voilà, C'est de la merde. C'est de la merde. Oui, je sais. Mais quand on désinstalle Comme un Norton, Et on le désinstalle pas. il y a encore des fichiers de Norton dedans. C'est comme un vieux chewing-gum. Mais il y avait un désinstallateur. Oui. Ah oui. C'est ce qu'il faut faire avec les C'est antivirus. c'est le seul. Ils te fournissent un désinstallateur Ouais. pour désinstaller Non, ils font Norton. tout ça maintenant. Ouais, Sinon, j'avais il y a installé pas un de programme, je sais plus ce que c'était. Norton s'était mis dessus, je suis allé dans mon truc pour enlever et tout. Rien du tout. s'enlève Il y avait pas. toujours McAfee, des- là, McAfee ou je sais pas quoi là. McAfee. Ouais, un truc qui donne par défaut aussi sur Windows quand tu l'achètes. John McAfee. Ouais. Si, c'est de la Non, merde. non. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Quand t'as- Le truc qu'il donne par défaut sous Windows, Ouais. là, tu veux dire que là, dans un Windows par défaut qu'on vient d'installer, il y a McAfee. Non, je me suis trompé, t'as raison. Ouais, tu t'es trompé, ouais, je crois. Molo Lastico. Oh, tu me dis à moi d'aller mollo? Oh, pop, 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 pop. J'ai oublié qu'il y avait un procès à la Ouais, fais attention parce que là, ça va Toi, très tu loin passes en là. fait de main, toi. Oh, ils vont passer à deux demain là, je crois qu'il va y avoir un binôme. Je passerai après demain. Non, Christophe, j'ai une question. allez, pause. Tu peux demain.